Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Et boy! Hey, la voix est moins bonne, là. Mon nom est Sam GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, The Molletator. Mais comme dirait mon ex-partenaire Sylvain Grenier, tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. amnésie, mesdames, messieurs. Ah, tu t'en es rappelé, c'est bon. Ben oui, tout est écrit maintenant pour pas que j'oublie rien. Prends pas de chance. Comment ça va, partner? Ça va très bien. Belle journée de golf hier dans les Laurentides, au Châteauclair. Les gens étaient très, très, très déçus. De quoi? Ben, il faisait froid. Fait que j'ai joué avec des pantalons longs, donc personne ne pouvait admirer mes mollets. Wow, mais là, tu retournes jouer aujourd'hui. Oui. On n'est pas mardi, mais on enregistre un peu avant. Mais aujourd'hui, tu vas aller jouer les mollets au vent. Oui, au lac Parling. De ton ami... Luc Dupont-Hébert. Mais on le salue, il est sûrement à l'écoute, Luc. Sûrement. Il est allé à Simmania 4 et il ne sera pas là à Simmania 6, mais il va être là à Simmania 7. Parle-moi donc de Simmania 6, le 12 juillet prochain, à Sainte-Madeleine, sous la fameuse structure où tu as fait une publication Facebook pour montrer aux gens que c'était sous la structure et non au camping. Arrêtez d'y poser la question à Blondin, il est tanné. C'est fou. Hier, on soupait avec un couple d'amis avec qui on a joué au golf. Puis, est-ce qu'on peut les nommer pour les saluer? Ben oui, c'est les gens de Samuel Fourrure à Laval, Martin Fauché et Roxane Labelle. Donc, si vous voulez quelque chose qui a de la fourrure, allez voir Samuel Fourrure à Laval. Ou, si tu veux, tu as un manteau de fourrure que tu as récupéré de ta grand-mère ou de ta mère, whatever, que tu veux faire modifier pour qu'il soit plus à la mode, c'est là que tu vas. Samuel Fourrure. On les salue, ils sont sûrement à l'écoute. Donc, disait quoi, eux autres, là, Samuel elle disait, ouais, il y a de la place pour que tu puisses faire un show camping. Je dis, Roxane, Seigneur, pas toi aussi, là. Puis là, ton ami, Lou, pousse la nanaire au café. Tu vas être là, Martin Loulou. Il m'a écrit hier. Il dit, écoute, je pense que je vais être là le 12. Il dit, j'espère qu'il va y avoir des billets à la porte. Il dit, ça fait drôle d'écrire à la porte, vu que c'est un camping. Ah. Là, je dis, Martin. Martin qui? Martin. Lou. On le salue, il est sûrement à l'écoute. C'est sûr qu'il est à l'écoute. Là, j'ai dit, Martin, t'as pas vu Là, j'ai envoyé la structure. Tu sais, pas matin, j'ai répondu à sa question. Oui, il va y avoir des billets à la porte. Et cette semaine, ben, la semaine qui vient de passer, je suis allé passer une journée sur la rive sud pour aller porter des affiches. Tous les commerçants, puis c'est drôle, écoute, moi, je ne suis pas habitué de faire ça. Tu sais, c'est rare qu'on mette des affiches. Aujourd'hui, on y va plus par les réseaux sociaux. Et là, j'arrête à la pizza Sainte-Madeleine. Là, il est 12h40. Mettons que je n'ai pas choisi mon timing, mais je ne peux pas attendre jusqu'à 3. Là, fait que je dis à madame, peux-tu installer des posters? Elle dit oui, je vais te montrer où. Tu peux mettre ça là. Parfait. Je dis, avez-vous. Elle dit, ben non, t'amènes tes thumbtacks, là. T'amènes tes punaises, puis moi, j'ai rien, là, tu sais.
Ah, Et OK. peut-être- M'en va au Ultramar à côté. Je peux-tu elle dit oui, tu peux l'installer là. C'est parfait. Elle dit j'espère que tu as ton scotch tape puis tes affaires. Non. Fait que là, j'ai dit OK, m'arrêter là. Mais elle dit je vais te donner 2 morceaux de scotch tape. Pas plus. Mais c'est comme si ça m'avait donné là, un filet mignon. Là. Tu sais, elle me regardait. Là. Fait que là, j'ai dit à Mme Vendette de la municipalité de Sainte-Madeleine, moi, vous laissez les posters, puis s'il vous plaît, envoyez votre monde avec des punaises du scotch tape à les installer. Et j'ai mangé 2 hot dogs. Où ça? Ça s'appelle la cantine Bernard. Ça a l'air que Parce que, c'est connu. Ah oui, mais Écoute, Bernard, c'était là. ils m'ont même dit, ben, dans le fond, la structure que tu as vue où aura lieu Mania 6 est dans le cour arrière de la cantine. Puis cette cantine-là, Normand Césaré m'en a parlé. Normand César! C'est ça que je pousse pour qu'ils viennent à Simmania 6. Et semble-t-il que Pepsi a fait un commercial l'année passée avec la cantine Bernard c'est là depuis 1961. Alors, j'ai mangé mes 2 hot dogs, installé des posters là. Fait que là, ça commence à bouger un peu plus. C'est le fun. La campagne débute demain. Sur le 91.9 BPM, une campagne pendant 10 jours. Donc, ça bouge, ça bouge. Je reçois beaucoup de courriels et entre mes birdies et mes pars et mes Ben oui, eagles, c'est ça. ben, j'ai fait un hier. Vraiment, là, Un birdie? on jouait à Vegas à 2, moi et mon épouse. Jeff, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Oui, puis le fait que j'ai bien marié à cause de sa pension fait que de temps en temps, je dis OK, on va prendre ta balle ce coup-là, là, tu sais. Pour que, Hey, mais j'espère sérieux, qu'elle n'est pas à l'écoute. sérieux, je te dirais à pas trop, mais 25 pieds du green. Je prends mon pitching, pac, dans le cop. Wow, et on n'a Je pas ça sur vidéo, capotais. hein? Ben non, mais je te jure, c'est vrai que c'est un feeling. Tu sais, surtout quand tu potes 3 potes par trou. Puis Ouais, là, c'est ça. là, Tu là, viens tu viens de te sauver 3 potes. ouais. Fait que non, non, c'est le fun pour le golf, c'est le fun pour Simmania et puis on Hey, travaille mais fort. je t'arrête là-dessus, là. Parlant de Simmania, là, tu voulais me lancer un défi, le défi de Mr. Fun International, toutes tes niaiseries, là. Mais ça Ouais. sera pas ça. Ça va être le Comment ça? défi Handsome GF. Parce qu'Handsome GF va montrer à tout le Là, tu vas monde appeler ça le défi incroyable. l'incroyable défi d'Handsome GF. Je vais montrer à tout le monde, surtout à Gilbert Delorme, le pissou, qui a décidé d'aller se faire opérer à Vessie pour ne pas m'affronter, que À je suis un Vessie. gagnant. J'aurais pas juste un, pas 2, mais 3 combats pendant ces manias et je vais remporter Voyons les donc. 3 combats pour prouver au monde qu'Handsome GF, c'est un gagnant. Tu décides ça de même, toi. Tout est arrangé. J'ai parlé à ton booker, celui qui s'occupe du show. T'as rien à dire. C'est signé. C'est ça qui va arriver. J'imagine que tu as parlé à Rénuc, effectivement, tout est réglé, tout est signé. l'homme qui roule pas ses thés. Non, Ça serait c'est difficile. R. Hey! C'est R. Hey, assez Bon, fait ben, de temps OK. sur Style Ton Mania 6. Oui, affaire des c'est ça qui va 3 arriver. combats, là. Vas-y. Anyway, si tu t'en fâches toujours d'un fleur du tapis. Fait que, on verra bien. Ouais, on verra bien. Hey, au podcast cette semaine, le sujet, Marc, Hey, c'est c'est fou, bon, hein? c'est bon pour le dire en français. C'est faux. Ben, les Samoans, Ouais. écoute, c'est presque malaisant. Ouais, effectivement. On a cette idée-là, ben on a. C'est pas vrai. David Jouan, cette idée-là. Il dit, David garde avec Jouan. le Casanova des pauvres. Non, le Don Juan des pauvres. Un C'est une Don rime, Ju- Marc. Un Don Don Juan et David Casanova, Juan. c'est des Ça rime pas. synonymes. Oui, mais ça rime pas, Marc. Vas-y. Bon, ben pour rimer avec le Bloodline et tout ce qui se passe, et à un moment donné, à Las Vegas, avant WrestleMania, ils ont montré un genre d'arbre généalogique avec toutes les branches des familles. Et puis, hey, écoute, c'est compliqué sur un méchant temps.
Fait que je me suis dit, OK, on va faire ça. C'est une bonne idée. Ça va m'aider à comprendre, comme ça m'a aidé la semaine passée à comprendre plus sur lutte internationale. Et j'ai fait l'entrevue avec ton ami, le Coyote, Pat Laprade. Pat Laprade, oui. En passant, Pat Laprade sera à Simmania 6 pour l'hommage à Tiger Jackson Dink. C'est lui qui sera là pour lire l'hommage. Oui, il m'a donné le scoop. Il m'a envoyé un message, mon chum Pat. Il voulait qu'on aille prendre une bière après le show. On prendra une bière puis 2 roteux au casse-croûte Bernard. Fait que là, on a fait cette entrevue-là et le lendemain, on apprend le décès de Sika. Fait que tu sais, c'est comme, ben voyons donc, ça se peut pas. Sika, qui est le père de Roman Reigns, et le père de Rosie, qui lui est décédé. Rosie, que j'ai eu la chance d'affronter, on s'en rappellera de mon match à Sunday Night Heat. Exactement ce qu'il me disait. J'ai une connexion. connexion. Il va pouvoir te parler de ça. Ah, j'ai une connexion avec le Bloodline. Pas grosse, là, parce que quand on a eu notre match d'essai, moi et Mastrocola, le Big Man, on les a affrontés à Sunday Night Heat. C'était Hurricane avec Rosie, qui est de la fameuse famille Anoa'i. Donc, très, très triste comme histoire. C'était le patriarche de tout ça, là. Et donc, on va en profiter pour commencer cette semaine. Avant de parler des Samoans ou des Samoans, et d'ailleurs, je vais vous parler à plusieurs reprises dans les entrevues de cette fameuse entrevue que j'ai faite avec Sika, où j'ai parti à rire à la fin. Probablement la seule entrevue que j'ai vraiment moffé. David Jouan va la mettre sur le podcast. Oh! Et je me souviens, j'ai regardé Vince, je me disais, OK, désolé, on va la refaire. Non, on ne la refait pas, on la garde de même. Ah ouais, j'ai pas vu ça, moi. Non, non. Écoute, c'est parce que Fuji, il y a une énorme pot de moutarde, puis là, il met ça d'en face à Sika, là, de la moutarde. Là. À un moment donné, c'est drôle, là, tu sais. Fait que j'essayais de garder mon sérieux, puis ça ne marchait pas. Mais en même temps, Pat Laprade nous parle de son projet qui vient de sortir. Raconte-moi Kevin Owens. Oui. Parce qu'on a vu plein de choses, mais là, je voulais y poser des questions là-dessus aussi. Fait que vas-y, lance l'entrevue avec ton ami Coy. Sans plus tarder, il fait son grand retour sur le podcast. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu sur le podcast parce que Pat il est dans le spotlight. Quand on était à 91.9, Pat était un chroniqueur régulier, mais là, il est de retour. Mon ami, l'historien, l'auteur à succès, le Coyote, Pat Laprade. On est content de revoir notre ami Pat Laprade. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, qu'on ne l'avait pas entendu. C'est vrai que l'année passée, Pat, on était chanceux avec le BPM, avec le Soyez-y, mesdames, messieurs, de se parler à chaque semaine pendant 6 mois. Tous les deux, on était écœurés un de l'autre à la fin. Fait que ça fait du bien, ce petit... Ben écoute, plus que ça, tu as fait un show sur l'exposition de lutte au Musée de la Civilisation à Québec. Tu m'as même pas parlé. Comment ça, je t'ai pas parlé? Semble-t-il... T'étais en avant avec les VIP, puis moi, j'étais avec PCO, puis les vrais en arrière. Semble-t-il que tu voulais faire un show différent de ce que j'étais pour faire sur mon propre podcast. Hein? C'est ce qu'on m'a dit. Explique-moi ça, là. Je sais pas. Je suis pas fâché, là. Au contraire, je fais des farces. Mais quelqu'un dans ton entourage m'a dit, c'est parce que Marc veut faire, tu sais, toi, tu vas en parler aux antipodes du show. Fait que Marc veut parler aux autres personnes qui ont été impliquées dans l'exposition pour faire différent de ce que toi, tu vas dire sur ton podcast. Ben, ça serait de la logique, en tout cas. Ben, j'ai trouvé ça logique. C'est pour ça que je te dis que mais ça doit venir de JF Kelly. Ben, je m'appelle lui, c'est JF Kelly ou Bertrand Hébert, c'est un des deux. C'était la suggestion de JF Kelly qu'on fasse un podcast conjoint. Puis là, à un moment donné, ils sont où les images? Ah, il n'y a pas d'images. Crée JF. Ben, je l'ai vu, JF, justement, parce que j'ai fait son podcast. On est tous rendus avec des podcasts, finalement. Ben, on n'est pas tant que ça, là. Non, mais... j'avoue. Ben, je sais, bon, il y en a beaucoup au Québec. Il y a beaucoup de podcasts. Bert t'en fait pas. Non, mais je parle. Non, mais Bert participe à tous les podcasts pareil. Oui. Il est tellement bon. Tellement. Non, mais il est absolument bon, Bert. Puis une tête de lutte comme j'en ai rarement rencontré. Exact. Écoute, trêve de plaisanterie.
Ben oui. On voulait prendre de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu fais de bon cet été? Je viens de sortir un livre. Raconte-moi Et- Kevin Owens, un roman jeunesse qui s'adresse dans le fond aux 9 à 99 ans. Là, c'est pas juste pour les jeunes. Dans le fond, c'est la vie, la carrière de Kevin Owens, mais en format roman jeunesse. Donc, raconté dans une histoire. C'est un petit gars qui découvre la lutte avec son père qui est journaliste sportif, puis son père qui avait déjà été fan plus jeune. Et là, ben, son lutteur, son idole, quand il commence à connaître c'est quoi la lutte, ben, c'est Kevin Owens parce qu'il le voit à la télévision. Puis c'est un des premiers qu'il voit à la télévision. Puis là, ben, il fait un travail à l'école sur Kevin. Donc, de là, la prémisse pour parler de la vie et de la carrière de Kevin Owens. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. La série Raconte-moi, c'est une belle série qui existe depuis plusieurs années maintenant. Où on parle de différentes personnalités, pas juste sportives, mais personnalités québécoises. Ça, j'avais deux. Un, je ne savais pas que Terry avait déjà été chroniqueur sportif ou journaliste sportif. Pourquoi tu dis Terry? Parce que tu dis dans l'histoire, le gars, son père. Ben non. OK. C'est une histoire. Je raconte. C'est un roman, Marc. Un roman. Ça l'aide. Ben oui. Ça l'aide. C'est comme le Mais livre d'Hulk dis-moi- Hogan. Tu sais, c'est de la fiction. C'est un roman, là. Dis-moi, Luc G avait pas fait des choses Le- qui. Luc G, c'était différent ce qu'il avait fait. C'est pas dans la série Raconte-moi. Oui, ça s'adressait aux jeunes, OK. mais c'était différent. La série Raconte-moi a commencé chez Petit Homme, a transféré maintenant chez les éditeurs Boomerang, mais c'est vraiment une série spécifique. Ça s'appelle tout Raconte-moi quelque chose. Donc, c'était Raconte-moi Céline Dion, Raconte-moi Cole Caulfield, Raconte-moi le Kevin Owens, c'est le premier lutteur OK. dans la OK. série. C'est OK. une série, dans le fond, qui est une collection qui est dirigée par Régent Tremblay. Fait que c'est OK. Régent Tremblay qui. Moi, j'ai joue- vu le post qu'il t'avait envoyé. Ouais, Là. ouais, exact. Fait que j'étais bien content. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Puis là, ben finalement, c'est sorti le 19 juin dernier dans toutes les librairies, également en ligne. J'en ai moi aussi quand je me promène dans les différents événements de lutte. Puis ceux qui l'ont lu à date, les jeunes comme les moins jeunes, ont adoré l'histoire, puis ont adoré lire aussi sur Kevin. Tu sais, moi, j'ai quelqu'un, une madame de 74 ans qui l'a lu, puis je lui ai demandé, Kevin Owens, c'est quoi t'en as retenu à la fin de la lecture? Elle m'a dit bon et généreux. Bon, OK, ben, je pense que j'ai réussi ma mission. Là, tu sais, ça va chercher autant l'aspect humain que l'aspect sportif de comment Kevin s'est rendu là. Tu sais, tu le sais, tu connais son histoire, ça a été des hauts et des bas. Tu sais, il a été longtemps sur le circuit indépendant avant d'en arriver à la WWE. Tu sais, puis même à la WWE, ça n'a pas toujours été un chemin qui a été en ascension ou un chemin bien droit. Donc, non, pas vrai, ça a été le fun. J'en ai même moi-même appris un peu sur Kevin, les débuts principalement. Tu sais, j'en connais beaucoup. Mais tu sais, il y a toujours des petits détails tu sais, que je ne savais pas. Et j'ai parlé à Kevin, j'ai parlé à ses parents, j'ai parlé à Gorgeous Mike, tu sais, qui l'avait connu à ses tout débuts. Tu sais, le premier match de Kevin, c'est contre Mike. Tu sais, donc, non, ça a été bien, bien le fun à faire puis à écrire. Donc, je le recommande à tout le monde. Toi, les livres que tu as écrits ou co-écrits, Ouais. comment je pourrais t'amener ça? Comment tu les appellerais ces autres livres-là? Ce pas des romans, c'est. Ah, ben, il y a des Il y a un biographies. mot, Il y a des biographie. biographies. Il y a des livres historiques également. Tu sais, le Mais livre sur comment l'histoire de tu la as lutte au fait Québec. comment tu as réussi dans ta tête à débarquer de l'histoire ou de biographie et d'aller vers le roman? Ça ne doit pas être évident. Ben, en fait, ça s'est fait. Moi, je marche beaucoup par flash d'inspiration. J'avoue que j'avais aucune idée comment j'étais pour aborder l'histoire de Kevin. Je savais qu'il fallait que je l'aborde différemment. Il fallait pas que je la fasse comme une biographie, comme tu dis, comme j'ai fait, que ce soit Mad Dog Vachon ou le Géant Ferré ou Butch Bouchard. Il fallait que ça soit différent. Puis Régent m'avait conseillé de lire certains autres livres dans la série Raconte-moi. Finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas être influencé, puis je ne voulais pas copier le modèle de quelqu'un d'autre. Je voulais vraiment le faire comme je trouvais qu'il fallait le faire. Puis à un moment donné, j'ai eu une idée. Je dis, ah, mais attends une minute, ça pourrait être le petit gars qui n'aime pas il aime pas regarder le hockey. Il n'aime pas le hockey. Ça existe au Québec, tu sais. Ouais, Il n'aime ouais. pas le hockey,
Puis, à un moment donné, il écoute la télé avec son père, puis la lutte tombe à la télé. Puis là, il fait comme, waouh, c'est quoi ça? Parce que, tu sais, moi, ça m'est arrivé beaucoup quand on a commencé la lutte à TVA Sport, Kevin Raphaël et moi, il y a 7 ans. J'en recevais des courriels ou des messages de pères qui disaient, hey, j'ai pas écouté la lutte depuis que j'étais petit. Et là, je me suis mis à réécouter ça, puis je fais découvrir ça à mon gars en ce moment ou à ma fille en ce moment. Et c'était un peu inspiré de ça. Tu sais, j'ai comme eu le flash de dire, OK, ben ça pourrait être ça la prémisse. J'ai pogné mon téléphone, Marc, mon iPhone, et j'ai ouvert une page dans Notes et j'ai commencé à écrire. Puis là, ça sortait. Puis là, à un moment donné, au bout, je ne sais pas combien de temps, j'ai comme fait, combien de mots je suis rendu, moi? Je m'envoie un courriel avec mon texte, je mets ça dans Word, j'avais pas loin de 5000 mots d'écrit. Ah, parouette. Fallait que j'en fasse à peu près 16 000. Wow. Tu avais déjà un tiers de fait. J'avais déjà un tiers de fait. Et là, j'ai mis ça sur pause. Parce que là, j'étais comme épuisé d'avoir quasiment écrit le tiers du livre. Puis à un moment donné, j'ai eu un autre flash d'inspiration. J'ai repogné mon téléphone. J'étais sur mon divan, j'ai repogné mon téléphone. Puis là, j'ai continué l'histoire. Je me suis envoyé un courriel, même j'étais rendu à 10 000 mots. Et là, je me suis dit, OK, là, mon défi maintenant, c'est de finir ce livre-là sur mon cellulaire. Donc, c'est le premier livre que j'ai écrit à 100% sur un cellulaire. Évidemment, je l'ai corrigé dans Word, mais que le premier brouillon de ce livre-là a été carrément écrit sur Note. Puis ensuite, bon, j'ai fait quelques entrevues, j'ai ajouté, corrigé des trucs, mais le brouillon comme tel a été écrit là-dessus. Puis, fait que, ouais, à partir du moment où j'avais l'histoire du petit gars, le reste, mais tu sais, on en lit tous des romans, on regarde la télé, tu sais, la télé, c'est du roman, mais tu sais, jouer, télévisé, c'est la même chose, tu sais. Ah ouais, ben oui. Tu sais, là, à un moment donné, ben, le petit gars avec son père, ben, il y avait une mère, puis une mère qui était... là, il fallait que je trouve un lien, ben, OK, comment les parents s'étaient rencontrés. Puis là, il y a une sœur plus vieille qui, elle, fait des compétitions de gymnastique. Donc, le père et le fils passent du temps seuls, ce qui leur permet de travailler sur sur Kevin Owens pendant ce temps-là. Donc, tu sais, il y avait des trucs comme ça. Tu t'inspires de ta vraie vie. Tu sais, moi, c'est ma première œuvre un peu de fiction. Tu sais, je veux dire, ben oui. Les éléments sur Kevin sont vrais, mais le contexte en arrière, c'est de la fiction. Fait, tu sais, je me suis un peu inspiré de ma vraie vie. Les parents, ils ont une différence d'âge. Moi, mes parents, il y avait une bonne différence d'âge. Je voulais devenir journaliste sportif quand j'étais petit. Ben là, le père est journaliste sportif. Tu sais, fait des trucs comme ça que tu t'inspires. Tu sais, j'ai une de mes bonnes amies qui est professeure au primaire. Donc, le nom de l'institutrice au primaire du petit gars, ben, c'est le nom de mon ami. Carrément, tu sais, qui m'avait conseillé dans le livre parce que je voulais savoir, ben, OK, là, c'est-tu logique ce que j'y fais faire comme travail? Tu sais, moi, même si c'est du roman, je voulais m'assurer que les trucs que ça soit logique. Que ça soit logique. Ça se peut-tu en quatrième ou cinquième année, ce genre de travail-là? Fait que là, elle m'a donné des pointers sur tu sais, quoi faire puis comment ça pourrait être fait. Fait que, tu sais, les gens qui pensent que juste 3 flashs, t'écris, faut que tu t'assures. Ben oui. C'est oui, super. absolument. Tu sais, puis la finale, là, je dirais pas le punch à la fin, mais la finale, c'est que, tu sais, je m'inspirais de la vraie vie, là. Tu sais, il écoutait la lutte à TVA Sport. C'est ça, la réalité. À un moment donné, il écoute une entrevue de Kevin à BPM avec Martin Lemay. Ça se peut dans la vraie vie. Tu comprends? Je voulais au moins que ça soit connecté à la vraie vie. Puis, ben, en décembre, c'est la fête du petit gars. Puis la WWE vient à la Place Belle. Parce que la WWE vient à la Place Belle à chaque mois de décembre durant le temps des fêtes. Tu sais, comme ça, je trouvais que c'était facile pour un jeune ou un moins jeune au moins de se reconnaître dans cette histoire-là. Tu sais, oui, c'est du roman, oui, c'est de la fiction, mais c'est basé sur des trucs qui existent pour vrai. Puis évidemment, ben, toute la partie sur Kevin est véridique à 100%. Mais, ouais. C'est drôle parce que la semaine passée, on a fait un épisode sur lutte internationale et j'ai eu François Poirier. Oui, Frank Puis Blues. François Poirier me disait que très jeune, il avait vu une première émission sur lutte internationale et que ça avait germé, bang. Puis c'est drôle l'histoire de ton roman. Tu sais, ben oui, mais cette histoire-là, elle existe pour un paquet de jeunes qui ont découvert la lutte. Tu sais, on a tous découvert la lutte à un moment donné ou à un autre. Puis
si on est encore fan aujourd'hui, ça nous a émerveillés, puis il y a quelque chose qui est venu nous chercher. Puis l'autre chose aussi qui est important pour moi, c'était même si ça s'adressait principalement à des jeunes, je voulais m'assurer que je représente la lutte pour ce qu'elle était, pour ce qu'elle est en fait. C'est-à-dire que dans le livre, à un moment donné, il arrive une situation où le petit gars, il va à l'école, puis il dit à ses amis qu'il a écouté de la lutte, puis là, il trippe là-dessus. Puis ses amis, ils disent, wow, de la lutte, c'est même pas vrai, c'est du fake. Et là, lui, il revient à ses parents, puis il pleure, parce que là, lui, il comprend pas, là. Fait que là, les parents trouvent une façon, avec la grande sœur, d'expliquer c'est quoi la lutte. À aucun moment, je laisse croire que la lutte, c'est vrai ou que c'est un vrai sport. Non, j'explique la lutte pour ce qu'elle est, c'est-à-dire du théâtre sportif. Puis c'est bien correct parce que ça demeure des athlètes. Je fais même une relation à mon nez où la petite fille a dit, ben moi, je fais de la gymnastique. On ne score pas des buts, mais je pense que on est des athlètes pareils. Ah oui, c'est ça. J'ai souvent vulgarisé la lutte et expliqué la lutte dans les médias que je voulais aussi transférer cette partie-là. Comme ça, un jeune qui regarde ça ou qui lit ça plutôt, ben, il va peut-être mieux comprendre c'est quoi la lutte. Puis même les plus vieux vont peut-être mieux comprendre c'est quoi la lutte, là, tu sais. Mais c'est important pour moi de le mentionner, ça, puis de ne pas oublier que, ben regarde, c'est un show, c'est un spectacle, c'est un personnage, mais ça ne veut pas plus dire que les jeunes n'embarqueront pas. Je veux dire, on regarde des films, les jeunes embarquent dans les films, embarquent dans les séries, ils trippent sur Iron Man, puis, tu sais, l'univers Marvel, puis je veux dire, c'est pas plus réel, là, tu sais. Exact. Puis ils trippent là-dessus aussi, Star Wars et tout ça, tu sais. Donc, c'est un peu ça que je voulais passer aussi comme message. Fait que, non, pour vrai, au final, j'étais bien, bien fier de ce que j'avais. De ce que j'avais produit pour un premier roman jeunesse. Donc, puis je te donne un petit semi-scoop, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais ils m'ont déjà confié un deuxième, mais pas sur la lutte. Ah. Ils m'ont confié Juraj Slavkovski. Oh, wow! Fait que je suis quand même content de ça. Ouais, je suis quand même pour content toi. de ça. Ouais. Question pour toi. L'amateur de lutte qui a acheté à la semaine prochaine, si Dieu le veut, qui a acheté tous ceux que vous avez écrits, que tu as écrits et que Bert, est-ce que lui, il va être intéressé ou il peut être déçu? Ah non, il va être intéressé. Tu dis à lui? Ah, j'ai dit à lui qu'il va en apprendre sur Kevin Owens. Il va voir Kevin Owens. Il va mieux comprendre parce qu'il y a quand même un bon côté humain dans ce roman-là parce que, tu sais, pour moi, c'est important. Pour moi, Kevin, oui, c'est un lutteur extraordinaire, mais c'est aussi un homme de famille extraordinaire. Puis je voulais que les gens voient aussi ce côté humain-là de Kevin et comment ça n'a pas toujours été facile pour lui. Comment, à un moment donné, il pensait que c'était pas pour arriver la WWE. Puis même rendu à la WWE, comment il y a eu des hauts et des bas. Tu sais, une semaine, une journée, tu fais la finale de WrestleMania. Puis le lendemain, tu es dans un angle avec Ézéchiel, le faux frère d'Elias. C'est comme, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? C'est ça, tu sais. Tu n'as pas le contrôle de ta destinée. Tu étais à la merci. Aujourd'hui, oui. Ben oui, puis même à ça, t'es souvent à la merci du gars qui a le crayon, là, tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que je pense que oui, puis les gens vont en apprendre sur les débuts de Kevin également dans le monde de la lutte. C'est moi, une des choses qui m'a vraiment surprise, c'est que, puis j'en dirai pas trop, mais Kevin, ses premiers cours de lutte, ça n'a pas bien été, là, puis il pensait lâcher. Même moi, je savais pas ça. Fait que, tu sais, j'explique comment ça s'est fait, puis tout ça, tu sais, parce que pour moi, tu sais, comme je te dis, je connaissais 90% de l'histoire de Kevin, mais il y a des trucs que ses parents m'ont parlé, que je savais pas, que j'ai parlé à Kevin après, j'ai confirmé, puis lui, il avait peut-être le souvenir, tu sais, que ses parents n'avaient pas, ou il savait comment ça se passait dans sa tête, minimalement, tu sais. Alors ça, c'était important pour moi aussi de le raconter. Donc, je pense que même l'amateur de lutte, ben, j'en ai d'ailleurs. J'ai d'ailleurs des personnes impliquées dans le monde de la lutte depuis plus de 20 ans qui l'ont lu parce que je l'avais en vente à Golden Opportunity à Québec il y a 2 samedis. Puis, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire « Hey, j'ai vraiment aimé l'histoire. Pour vrai, là, c'est un bon livre. » Puis, les gens qui connaissent Kevin, là. Moi, j'aime les romans. Je lis énormément.
Ouais. Alors, j'ai bien hâte de mettre la patte dessus. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, tu m'en Et donneras des nouvelles. si on a pris ce 10 secondes pour parler de Raconte-moi, c'est pour te parler d'autre chose aussi. 10 Je- secondes, plus 10 minutes que 10 secondes, là. Écoute, À moins que tu fasses vraiment beaucoup de montage après notre entrevue, là. et je suis zéro en montage. Fait que j'ai de la misère à monter les marches sur la cuisine. Dis-moi, le thème de cette semaine, Ouais. c'est sur les. Hey, qui est pas facile à dire ce mot-là. Les Samoans, les Oui, Samoyens. Comment tu le dirais? Ils les, viennent de l'île de Samoa. les Samoans. Samoans. Ouais, mais tu sais, je dis aussi en anglais les Samoans, là. Ouais, C'est plus facile des fois le dire comme ça, là, tu sais. pourquoi? Pourquoi eux, c'est si gros, et ça vient de plusieurs décennies. C'est le pourquoi je sais pas si je sais vraiment le pourquoi, mais effectivement, c'est dans leur sang, c'est dans leur veine, la lutte professionnelle. Ça remonte à plusieurs générations. Puis, tu sais, c'est devenu la plus grosse famille de l'histoire de la lutte, là. Tu sais, je veux dire, les Von Erichs, c'est rien à comparer juste en termes de nombre. Tu sais, je veux dire, qui écoute. Puis en plus, c'est une famille en plus qui est un peu, j'appelle ça une famille recomposée, tu sais. Ben oui. C'est à la base, tu as deux personnes qui ont décidé de faire un pacte de sang qui n'était Pas pas ça, du tu tout disais de faire relié. un enfant. Non, 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 mais t'as Peter Maivia, qui est le grand-père du rock, comme on sait. Puis, t'as un monsieur qui s'appelle Amitu Anaï Anoa'i, qui lui les deux étaient vraiment, tu sais, très, très proches. Puis, ils ont fait, tu sais, ils s'appelaient des frères de sang, tu sais. Alors, pour eux autres, à partir de ce moment-là, leurs deux familles, c'en était qu'une. Tu sais, le Rock dit souvent, tu sais, il est parent avec Roman Reigns. Dans les faits, il est zéro parent. Quand on parle de vraiment parenté, là, au sens du. Tu sais, il n'y a pas le même sang que Roman Reigns, mais pas du tout, du tout. C'est son grand-père, puis le grand-père de Roman Reigns, qui étaient genre meilleurs amis, puis qui ont fait un. Je ne sais pas s'ils ont fait un vrai pacte de sang, Ouais, là. je Tu comprends sais, ce que tu veux dire. se couper avec la poignée de Ouais, main, là, mais ils ouais, se considéraient comme des frères de sang. ouais. Donc, mais juste la partie Anoa'i. Donc, si tu exclus la partie du rock, juste la partie Anoa'i, c'est la plus grande famille de l'histoire de la lutte. Ça, c'est uniquement les Anoa'i. Les Maivia, là, c'est Peter Maivia, Rocky Johnson, puis le Rock, puis sa fille. Tu sais, c'est 4-5 personnes là-dedans, pas plus. Mais en Ouais. plus, tu ajoutes, mettons, King Tonga. King Ouais. Tonga qui est aucunement parent avec eux autres, ni avec le Rock, ni avec les Anoa'i. Mais c'était comme, il y a toujours quelqu'un dans ta famille que tu appelles mon oncle, puis c'est pas Ouais. vraiment ton mon oncle. Ouais. Ben, Ouais. King Tonga, c'était ça. Alors, ses enfants, c'est comme devenu un peu les cousins de, 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 de- de cette génération-là, de la même génération, alors que dans le fond, ils ne sont pas reliés. Mais c'est ce qui fait que quand tu réunis ces trois familles-là, ben, ça crée ce qu'on appelle à la WWE le bloodline. Ben oui. Et là, c'est rendu que, je veux dire, tout le monde est rendu là, là. Tu sais, ce qu'on souhaitait depuis longtemps, Ouais. ben là, ils profitent de la pause de Roman Reigns pour rentrer tout le monde. Ils vont signer tous les Samoans qui peuvent signer et qui ont un lien avec les Anoa'i. Et ça fait en sorte que là, écoute, Roman n'est pas là en ce moment, puis il est babyface. Puis on dirait, plus il n'est pas là, plus il devient babyface parce qu'il continue d'ajouter. Tu sais, on a ajouté les deux gars de King Tonga. Le troisième s'en vient, Ikuléo. Jacob Fatou a fait ses débuts. Mhm, mhm. Je veux dire, j'adore ça. J'adore ça. Côté talent, parce Ouais, que tu dis, ils signent tout le monde qui a un rapport. Est-ce qu'ils ouais. ont tous? Est-ce que tu dirais, oh, lui, comment tu vois ça? Ben, les deux qui sont là en ce moment, les deux fils de King Tonga, puis en plus, juste la lignée King Tonga est compliquée là, parce qu'il y a Ben ses oui, enfants à lui, puis il y a ses neveux qu'il a adoptés. exact.
Puis c'est correct, là, je veux dire, à la limite, eux autres ne doivent pas faire de différence, là, puis ils doivent tous se considérer comme des frères, puis c'est super correct, mais techniquement parlant, c'est le lien, tu sais, qui les unit. Ouais. Je veux dire, les deux frères qui sont là, c'est les anciens Guerrillas of Destiny qui étaient à New Japan, qui étaient une des meilleures équipes à New Japan puis au monde dans leurs bonnes années à New Japan. Donc, tu sais, je veux dire, ils fit là, ils ont une place à la WWE. Jacob Fatou, ça fait longtemps que moi, je l'ai vu lutter. Ça fait longtemps que je suis très, très high sur ce gars-là. J'ai même déjà dit, il y a 5-6 ans, qu'il avait plus de talent que Roman Reigns. Donc, c'est pas un genou en plus, là. Ben, c'est pas un genou. Jacob a quoi? Attends une minute, je vais pouvoir. Parce que, je veux dire, tu peux pas parler des Anoaïs sans avoir l'arbre généalogique devant toi. Parce que quelqu'un qui le sait par cœur, c'est impressionnant. Tu sais. Il a 32 ans, Jacob Fatou. C'est quand même pas si pire. Dans le monde il y en avait un autre qui est rentré, qui avait autour de 40, là, il y a quelques mois. Oui, qui était probablement un des deux Guerrillas of Destiny, là, donc les fils à King Tonga, je pense qu'eux autres qui étaient un petit peu plus vieux, j'essaie de voir, là. Parce que tu as aussi la famille, tu as aussi Jimmy Snuka, la famille de Jimmy Snuka, qui est un peu considérée dans la famille parce que c'est un oncle par mariage. Donc, tu sais, il y a bien du monde là-dedans. Dans le fond, Pat, c'est que c'est tellement compliqué que c'est plus facile de dire « nous sommes une famille ». Oui. Ah, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu vois, Tama Tonga, il a 41 ans. Tu vois, 41 ans, ça, c'est lui. C'est lui qui a 41 ans. Tu sais, mais aujourd'hui, dans la lutte, 41 ans, c'est jeune. Ben oui, c'est jeune. Puis tu sais, le pire, c'est que pour Montréal, c'est spécial parce que il y a beaucoup de cette famille-là qui ont lutté à Montréal ou qui ont même peut-être pas fait leur début à Montréal, mais lutté à Montréal régulièrement à un très jeune âge. Bon, évidemment, tu sais, je parlais tantôt, le grand-père à Noailly, lui, il a eu, entre autres, deux fils. Un qui s'appelait, les deux sont devenus lutteurs, Afa et Sika, que tu as probablement connu ou que tu te rappelles, c'est ce qu'on appelait les Wild Samoans. Moi, je pense qu'ils étaient gérés par Mr. Fuji. Je pense qu'ils l'ont été. J'ai eu une entrevue, une des seules que j'ai moffée, en tout cas, selon moi. Ah ouais. Et il y avait un pot de moutarde avec M. Fuji, puis il y avait les deux, puis je pense qu'il y avait comme un homard ou je sais pas quoi, là, mais c'était les Wild Samoans, je suis quasiment certain. Ben écoute, c'est pas impossible. Moi, je me souviens surtout que c'était Lou Albano qui les manageait. Non, moi, c'est vraiment mon entrevue avec les Samoans, là, c'est vraiment M. Fuji qui a le pot de moutarde. C'est écrit mustard dessus. Puis, je ne sais pas, c'était. Ça avait rapport, je pense, avec Jake the Snake. Là, je ne sais pas trop, je peux le retrouver. Mais écoute, quand ils ont mis de la moutarde puis ils ont croqué dans le je ne sais pas trop quoi, là, j'ai parti à rire, c'était trop. Puis Vince n'a jamais voulu, ils l'ont diffusé de même. Ils n'ont jamais voulu la refaire. mais avec moi, ce que je me souviens avec Lou Albano, c'est qu'eux autres mangeaient du poisson cru. Tu sais, c'était ça, là, tu sais, c'était des Wild Samoans. Là, tu sais, ils mangeaient. Moi, il me semble que c'était un homard. OK. Mais je vais la retrouver, je l'ai, je suis sûr. Eh bien oui, mesdames, messieurs, ce soir à surveiller Jake the Snake Roberts et le fameux DDT, une des prises les plus dévastatrices de la WWF. Et à mes côtés, justement, Monsieur Fuji avec Sika. What's happening, Mr. Fuji? What is this? This is dinner. Ça, c'est le repas dinner. Damien. Le repas spécial pour Damien, dinner for Damien. No! Damien is dinner. Oh! Il dit que le repas, c'est Damien. You mean like a hot dog? No. Like a hot snake with mustard. Comme justement un serpent rempli de moutarde. Sika et Afa, ces deux gars-là ont lutté à Montréal, tu sais, dans les années 80, entre autres. Puis, ce qui est arrivé après, c'est que la deuxième génération a commencé à lutter. Tu sais, nous, on a eu ici à Montréal, les fils de Afa. On a eu
on a eu, attends une minute, on a eu Samu. Je ne sais pas si tu te souviens du Great Samu. Oui, ça me qui a dit quoi? lutté 86-87 dans les dernières années de lutte internationale. Il a été champion. Un de ceux qui a eu une bonne rivalité. La dernière bonne rivalité de Dino Bravo au Québec, c'était avec Greg Samu, qui était manager entre autres par Floyd Creechman à l'époque. On a eu également, pas longtemps, mais on a eu 86 environ, le Greg Kokina. Greg Kokina, c'était le fils d'un des frères de Afa et Sika. Et lui, ben, on l'a connu quelques années plus tard, Marc, sous le nom de Yokozuna. Oh boy, OK. Ouais, mais quand il a commencé, il luttait sous le nom de Greg Kokina. Et Montréal a été un de ses premiers territoires. On a eu également, un gars qui s'appelait Tonga Kid. Je ne sais pas si tu te souviens de Tonga Kid. Oui, il était en équipe, lui. Il a lutté en équipe avec Aku. À la Oui. WWF, c'était les Highlanders. Oui, Tama, oui. Tama et Aku. Oui. Mais à lutte internationale, il luttait sous le nom de Tonga Kid. La première fois qu'il a fait équipe avec Aku, c'était King Tonga. Et tu avais King Tonga et Tonga Kid qui faisaient équipe à Montréal contre les Road Warriors en 1985. Mais Tonga Kid a lutté quand même ici un certain temps. Et lui, c'était l'un des neveux, si tu veux, de Afa et Sika. Puis tu as eu également Prince Alofa. Prince Alofa, qu'on a connu plus tard sous le nom de Rikishi. C'est fou. Puis ça, ces quatre gars-là ont lutté à Montréal, soit qui ont fait leur début à Montréal, ou soit que Montréal a été parmi les premiers territoires où ils ont lutté de façon régulière. Et là, ben, finalement, ben, la WWE, elle, a eu certains de ces gars-là, évidemment, Yokozuna, Rikishi, bon, Samu a lutté aussi, Samu a lutté sous le nom a lutté dans les Head Shrinkers. Les Head Shrinkers, une équipe qui a affronté les Québécois, entre autres, dans les années 90, ben, ils faisaient partie de ça. Et là, il y en a un paquet d'autres qui se sont ajoutés. Je ne sais pas si tu t'appelles de Rosie. Tu sais, Hurricane et Rosie. Rosie, c'est un autre Samoan, mais vraiment bien pris. Il luttait avec un masque. T'en parleras à Handsome GF. Parce que Handsome GF et Mastro, quand ils ont eu, Eric Mastrocola, quand ils ont eu leur match à Sunday Night Heat, c'était contre Hurricane et Rosie. Ah! Ça va faire quelque chose d'intéressant. Handsome a parlé. Donc, Rosie, c'est le fils de Sika, lui, tu vois. C'est le frère, Rosie, dans le fond, c'est le frère de Roman Reigns. Wow. C'est le frère de Joe Anoa'i. Donc, il y a eu évidemment Roman Reigns qui a été là. Tu as eu aussi, Eddie Fatou, qui est devenu Umaga. Ouais. Umaga aussi est membre de cette famille-là qui est malheureusement décédée aujourd'hui. Et puis, bon, ben là, tu as eu une autre génération après qui s'est avenue, c'est-à-dire les fils de Rikishi, qui sont les frères Rousseau, qui sont Jimmy et Jay Rousseau. Le fils de Tonga Kid, c'est Jacob Fatou. Et puis, tu as aussi l'autre frère des Rousseau qui est Solo Sikoa. Tu sais, donc, ça commence. Puis là, il y en a là, que je te nomme pas, puis qui ont lutté aussi. Là, un gars qui s'appelle Ailey Smooth, comme moi, tu sais, c'est un nom que j'ai connu, mais tu sais, qui a moins connu une grosse carrière, mais tu en as plein d'autres, là. Tu sais, donc, t'as une famille de lutteurs, tu sais, qui va sur, mettons, Afa et Sika ont été les premiers, là, à lutter, là. Une, deux, trois. T'en as sur 3 générations. Tu as Len Sanoa'i également qui lutte en ce moment pour MLW, qui n'est pas encore à la WWE. Lui, c'est le fils de Samu. Fait que lui, c'est comme la 4e génération. C'est complètement fou. Et là, je t'ai pas encore. Tu sais, puis là, quand tu ajoutes à ça, tu sais, le Rock, puis la fille du Rock qui est Ava, qui est à NXT, qui est comme la directrice générale à NXT. Quand tu ajoutes à ça King Tonga avec ses fils et ses neveux, ben là, tu te ramasses avec du monde. Ça finit juste plus, là. Écoute, puis là, tu as les blondes là-dedans, là, Naomi. Tu sais, techniquement, écoute, à partir du moment où tu considères quelqu'un qui n'est même pas dans ta famille, tu vas considérer la femme de quelqu'un qui est dans ta famille. Naomi, c'est la femme de Jimmy Uso, tu sais. Exact. Donc, tu as Tamina Snuka, qui techniquement, à cause de son père, Jimmy Snuka, fait partie de la famille par mariage. Fait que cette famille-là, là, ça va à l'infini, là, si on veut. C'est
planifier le party de Noël? Écoute, Pat, raconte-moi la famille des Samoans. Il y aurait combien de livres? Ça serait. Ça prend. Tu commences avec un arbre généalogique. C'est ce que j'avais mis. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens ou si tu l'avais vu dans la journée du Super Bowl ou la fin de semaine du Super Bowl à Vegas où la WWE avait fait un stunt là-bas, puis il y avait le Rock. C'est la fois que le Rock et Cody se sont un peu chamaillés avec la claque au visage. Mais tu avais à un moment donné l'arbre généalogique sur l'écran géant. Et là, tu faisais comme. Puis là, il y avait vraiment fait un arbre. C'était pas juste des cases comme on voit sur Wikipédia. C'était. Ah, moi, c'est venu me chercher ça. Wow, tu sais, c'est la plus grosse famille de lutte au monde. Puis là, on la voit toute sur un arbre généalogique. Tout d'un coup, tout le bloodline, tu le comprenais avec cet arbre généalogique-là. Là. C'était vraiment spécial. Wow. Donc, pour vrai, c'est une grosse famille. Ah, mon Dieu, je ne t'ai même pas parlé de Nia Jax. Nia Jax, c'est la nièce du Rock. Donc, pas nièce, c'est la cousine du Rock. Donc, techniquement, elle fait partie de ça par la bande, tu sais, je veux dire. Ouais. Ah non, c'est vraiment le fun ce qu'ils font en ce moment avec le bloodline. Puis, ben, tu sais, il y a des familles qui ont eu plus d'influence. Je veux dire, c'est dur d'enlever les McMahon, là, malgré ce qui s'est passé avec Vince dans les dernières années. En passant, il nous reste moins d'une minute avant qu'on se fasse couper. Les McMahon ont été peut-être la famille la plus influente dans le monde de la lutte, mais les Anoa'i, en termes de nombre et en termes de lutteurs, c'est incroyable. C'est la plus grosse famille de lutte. Pat Laprade, bon été. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter. Et je vous suggère fortement d'aller chercher le livre « Raconte-moi Kevin Owens ». Moi, je suis un de ceux qui va aller le chercher. Et comme de raison, je te donnerai mes commentaires, mais je suis persuadé que je vais aimer ça. Tu as du talent, mon coy. Ben, t'es bien fin, Marc, puis on se voit à Slammiversary le 20 juillet. Soyez-y. C'est un rendez-vous. Salut, Marc. Salut, bye-bye. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, bien alors, messieurs. C'est toujours la guerre entre Ansem et moi, savoir qui va prendre le lead après une entrevue. J'ai montré que c'est... oui, c'est sûr, je suis plus vite que toi. On pourrait faire une course au tout début, là, puis je te dis, je te clencherais, mon gars. Hey, je paierais voir ça, tes petites pattes, les gros mollets. Non, je parle autour d'un but de hockey. Là. Encore là. Donne-moi la chance de souffler un peu. Et comme de raison, tu as vu, on a parlé du Bloodline puis tout ça. On n'a pas parlé de Sika parce que c'était pas fait. C'était pas arrivé. Mais avec le professeur Bertrand Hébert, bien là, on est allé vraiment dans le vif du sujet, de parler de Sika et de toute cette branche-là des îles de Samoï. C'est ça, les îles de Samoï? Je sais pas, les îles Samoïennes. En tout cas, ça existe. Ça existe. Oui, définitivement. Il dit, c'est pas une gimmick de lutte, là, ça existe. Fait que, vas-y, on y va, on se plonge encore plus creux dans ce sujet vraiment compliqué, mais qui n'est pas une gimmick. Oui, exactement. Alors, sans plus tarder, la chronique historique du professeur Bertrand Hébert. Alors, on retrouve la main de Bertrand Hébert, dit le professeur, pour ceux qui sont sur YouTube. Et, tu sais, des fois, je disais à ma femme, t'es une sorcière, elle pense à quelque chose ou elle nous parle de quelque chose, puis arrive de quoi? On est en plein enregistrement cette semaine pour l'épisode que vous écoutez ou que vous regardez présentement sur les Samoans. J'ai de la misère à le dire en français. C'est pas les Samoyens, Marc. Non? C'est une race de chiens, les Samoyens. Tu vas te mettre dans le trouble. OK, mais tu dis ça comment en anglais, toi? Samoans. Samoans. En français, c'est Samoan. Les Samoans. Samoan. O-O-1. Mais bon, mais je trouve que c'est dur à dire. Oui, j'ai fait. Wild en avant, Wild Samoans. C'est vrai. C'est Wild vrai. Samoans. Et. Dans ma tête, puis j'ai dit Samoans après. Tu le sais, moi, dans ma tête, ça peut être bien mélangeant. On a fait ton ami Pat Laprade. Ouais, d'abord, il faut que je te corrige, Marc.
OK? Donc, c'est l'ombudsman des rois de la reine qui te parle. Donc, ton entrevue, c'était avec Sika et Kamala, managé par Mr. Fuji. C'est là l'histoire. Là, il disait qu'il était pour manger le serpent dans le gros sandwich avec le pot de moutarde. Ouais. Tout ça vient de là. Donc, c'était pas les Wild Samoans, c'est que dans la run de Sika de 86 à 88, quand il est revenu en 5, il y a eu des combats contre Hulk Hogan et il a en fait, entre autres, fait équipe avec Mr. Fuji. C'est une des entrevues célèbres aussi où il y a un homard qui décortique, puis ça explose de partout, puis qui croque dans le homard à travers la carapace. Puis tout le kit. Que j'ai fait aussi. Donc, mais je ne l'ai pas, mais je l'ai fait celle-là aussi. C'est cette époque-là, mais c'est bel et bien Sika qui, malheureusement, nous a quittés, en fait, hier, alors qu'on enregistre aujourd'hui. Mais, donc, mais avant oui. Bert, je veux juste dire aux gens, parce qu'on a fait une entrevue avec Pat Laprade, et je peux te dire, le mot qu'ils m'ont écrit hier était un vilain mot, parce qu'il était comme vraiment, on a parlé du projet Raconte-moi Kevin Owens, et on a parlé des Samoans. Et, et on ne le savait pas, c'est arrivé le lendemain de l'entrevue. Alors, ceux qui vont ou qui ont écouté Pat Laprade, qui vont écouter Pat Laprade, ben, soyez pas surpris s'ils n'en parlent pas. C'est arrivé entre l'entrevue avec Pat et celle que je fais ce matin avec Bert. Ceci étant dit, vas-y. Ben, donc, Sika naît en 1945 et là, ça a l'air un peu une gimmick de lutte, les îles Samoans, hein? Mais ça existe vraiment, c'est The American Samoa, c'est un protectorat américain. Et il y a plusieurs gens qui vivent là et par conséquent aussi, on finit par immigrer aux États-Unis. Donc, Sika va naître là-bas et il va déménager là, à San Francisco en 59. San Francisco a une grande communauté samoane et ça va venir jouer avec la lutte dans pas long. Donc, il va avoir une carrière incroyable, des championnats un peu partout en équipe avec son frère Afa. Donc, Afa et Sika, les Wild Samoans. Ils ont été 3 fois champions par équipe de la WWF, entre autres. Ils ont un lien direct avec notre Québécois Ricky Martel qui a remporté les ceintures contre eux avec Tony Garea dans ses premiers championnats d'importance en équipe à la WWF. Et ils vont connaître du succès avec Mid-South. Ils vont avoir leur début à Calgary. Hein? C'est d'autres gars qui ont eu leur début à Calgary. Ils vont être membres du Hall of Fame de la WWF en 2007 et membre du Hall of Fame qui était dans l'État de New York à Amsterdam en 2012. Donc, ils vont avoir là, une superbe carrière. Il va faire sa dernière apparition à la WWF là, au Hell in the Cell en 2020, alors que Roman Reigns est couronné là, plus officiellement là, le head of the table. Okay. Donc, on est en plein. D'ailleurs, c'était le thème de l'émission, la célèbre Bloodline de la WWF qui monopolise les ondes depuis déjà maintenant quelques années. Parce que là, vous voyez, on parle de 2020, on est en 2024, et là, on est dans la deuxième phase du Bloodline avec l'arrivée là, massive de nouveaux membres de cette famille-là, famille de sang direct, famille de sang, de frères de sang, mais aussi de frères de lutte. Parce qu'il faut penser, là, tout ça vient aussi à la lutte. Donc, on le dit dans notre livre, il y a juste un autre lutteur pour comprendre vraiment ce qu'a vécu ou vit un autre lutteur. Parce que c'est comme aller à la guerre. Tu vis des choses dans les vestiaires, tu vis des choses sur la route, tu gères une certaine pression, tension, et à un moment donné, ça devient vraiment... tu deviens comme... C'est pour ça, la fameuse phrase de Hulk Hogan, « Brother », qui a été peut-être surutilisée, qui est devenu... donc, rapidement, on peut facilement se tisser des liens. Souvent, les Québécois, par exemple, allaient se tenir ensemble, ou le géant Ferré aimait se tenir avec des francophones du Québec parce qu'ils aimaient parler français. C'est un peu la même chose avec les gens des îles. Ce sont des gens qui ont un départ commun.
Et ils vont souvent se trouver des liens et au fil du temps, comme ça, ben, il va se créer cet arbre généalogique-là fantastique. Afa et Sika, c'est d'abord des gars qui sont des fans de Peter Maivia à San Francisco. Et Peter Maivia, considéré la grande communauté samoans là-bas, est très populaire, mais on est à l'époque du kayfabe et on est à l'époque où les gens prennent ça pour du cash, comme on dit par chez nous. Et par conséquent, il arrive plusieurs incidents où on veut faire la peau, entre autres notre bon ami Pat Patterson, l'autre lien avec le Québec, au point où Pat Patterson va parfois se sauver de l'aréna caché dans une auto, caché dans une boîte dans une auto, comme pour pas qu'on le voie et pour pas qu'on attaque l'auto, tellement qu'il y a de la chaleur sur lui parce que c'est l'ennemi juré de Peter Maivia. Donc, Afa et Sika sont dans les candidats les plus virulents dans ces situations-là, au point tel que Peter Maivia va tranquillement les insérer, puis en anglais, on dit smart them up, donc il va les introduire au derrière le rideau du monde de la lutte. Et donc, ils vont aller à Calgary là, pour faire leur début, puis apprendre le monde de la lutte. Et ils vont développer ces personnages-là de sauvages qui étaient souvent reliés aux hommes des îles. À cette époque-là, ça peut sembler complètement ridicule aujourd'hui, mais on imaginait là, avec Tarzan, puis les histoires d'enfants élevés dans la jungle. C'était comme logique. Là. Les managers disaient, j'ai été dans la jungle, j'ai trouvé ces gars-là, je les ai ramenés ici, puis là, ils savent pas parler anglais, puis là, ils mangent du poisson cru, puis bon. Et les gens embarquaient dans cette histoire-là, dans ces personnages-là qui étaient plus grands que nature. Et crédible. Et bien entendu, quel meilleur vilain qu'un sauvage qui sait pas lire, pas écrire, pas parler, puis qui mange du poisson cru, qui s'attaque aux plus gentils des gentils. Donc, leur carrière va bien se dérouler et c'est une façon, Pat Patterson raconte dans son livre que justement après avoir, entre autres, formé que lui est devenu un babyface, un gentil et le partenaire de Peter Maivia. Là, il était invité au party chez Peter Maivia, puis là, il disait à la femme de Peter Maivia, la grand-mère du rock, il disait, t'es sûr là, que ça va être correct? Oh oui, ça va être correct. Mais il dit, tout le monde me regardait de travers à cause de tout ce que j'avais pu faire à Peter avant. Donc, et il dit il ressemblait tout à Sika puis à Afa. Donc, c'est assez intimidant. Et c'est peut-être là, dans l'intimidation naturelle que nous proposent ces lutteurs-là, que leur talent naturel pour la lutte professionnelle de projeter cette image-là, de projeter de l'émotion, devient un naturel pour eux. Pat fait une bonne tournée de l'arbre généalogique, mais je veux dire, ça finit plus. Parce que bon, si on prend Jimmy Snuka, qui est comme lui le mononcle de tout le monde, cousin par alliance, mariage, etc., ben, il y a Tamina Snuka qui est considérée par la famille comme faisant partie du Bloodline. D'ailleurs, elle a déjà été dans le coin des Usos à la WWE. Elle voyageait avec eux. Il y a Domino, que les gens se souviendront peut-être de Deuce et Domino, qui était le fils de Jimmy Snuka. Qui a aussi fait de la lutte bien avant toute cette époque-là là, de Tamina et des Usos. Bon, on a Nia Jax qui est comme la cousine. Elle vient du côté de Peter, mais un frère. L'arbre descend par là. Écoute, tout le monde se rejoint à quelque part là-dedans. Bien sûr, Sika et Afa sont la grosse partie de cet arbre généalogique-là. Sika, ben, les gens le savent maintenant depuis des années. C'est le père de Roman Reigns. C'est pas rien. Roman Reigns, qui est d'ailleurs très fier que sa carrière, il soit devenu non seulement le numéro 1, mais pas dans un rôle comme, mettons, exemple, Yokozuna, où là, il faisait semblant d'être un Japonais, ou un sauvage, comme son père et son oncle. Là, il était vraiment une personne à part entière, Roman Reigns, un homme normal, avec ces origines-là.
Et sans compter que si on prend la gimmick de son père, Roman Reigns est considéré comme un beau bonhomme par la majorité de la gente féminine. Donc, on est complètement ailleurs 40 ans plus tard C'est suite à sûr, la carrière sûr. des Samoans, qui sont d'ailleurs très fiers de cet accomplissement-là. Donc, non seulement la bloodline continue, mais le type de personnage qu'on leur permet de jouer puis qu'ils ont la chance d'interpréter est totalement différente de la gimmick des Wild Samoans, parce qu'on se souviendra que, par exemple, Great Samu, que les gens ont connu à Montréal, et Rikishi, qui étaient Samu et Fatou, étaient en fait dans une gimmick qui s'appelait les Head Shrinkers, les rétrécisseurs de tête. Qui était une gimmick de semi-sauvage, pas autant sauvage que Afa et Sika. D'ailleurs, Capitaine Lou Albano revenait avec les Head Shrinkers et Afa était aussi avec les Head Shrinkers à ce moment-là. Tu sais, un rôle qui était plus ou moins utile d'avoir Afa et Lou Albano avec les Head Shrinkers. Ça faisait beaucoup de monde pour pas grand-chose. C'est dans le genre de moment où Vince était très loyal envers certaines personnes qui avaient des besoins à ce moment-là. Head Shrinkers qui ont eu une rivalité importante avec les Quebecers. Ça a été la fin du règne en équipe des Quebecers. J'étais là, à Burlington, lorsque c'est arrivé. Donc, il y a des liens tout le temps avec le Québec. Hein, on se souvient de Great Samu, grosse rivalité avec Dino Bravo, la dernière personne à avoir battu Dino Bravo, une des peu de personnes à dire j'ai battu Dino Bravo à Montréal pour le championnat international. Et on a également King Tonga. Hein, on peut pas passer à côté de King Tonga. King Tonga, d'ailleurs, on en parle dans ton livre. King Tonga, donc, il y a plusieurs fils. À l'époque où on enregistre le TOW en 2013 et qu'on a nos 4 pilotes, c'est sûr que dans ma tête, les gars qu'on peut faire venir, qui ont une valeur, qui ne sont pas à la WWE à l'époque, sont à New Japan, ils ne font pas rien de façon permanente à nulle part aux États-Unis, ça aurait été les fils de King Tonga. Parce que dans ma tête, je disais, au Québec, tout le monde nous parle de King Tonga. King Tonga, King Tonga. T'amènes Tama Tonga et Tangaloa en les appelant les princes de Tonga. Je veux dire, tout le monde va vouloir lui parler. Tout le monde va vouloir savoir qu'est-ce qu'ils font, d'où ce qu'ils viennent, qu'est-ce qui les est arrivé, pourquoi. Puis, on peut faire venir leur père en gérant ou en accompagnateur. Selon les cas, c'est des gars intéressants pour nous, surtout si on a un produit télévisuel. En plus, tous les gens connaissaient Aku ou Ming de son temps à la WCW et à la WWE. Donc, ça aurait été vraiment quelque chose que j'aurais aimé pouvoir développer. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas arrivé. Mais ceux qui veulent l'histoire, achetez mon livre. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mais, je veux dire, juste du côté de Tonga, le mononcle de tout le monde. D'ailleurs, il y a une vidéo célèbre sur Internet où le Rock va donner un camion à King Tonga parce que lorsqu'il a fait ses débuts en essai libre à la WWE, c'est King Tonga qui lui a prêté des bottes et un costume. Donc, c'est vraiment des liens familiaux puis des liens de frères, de fraternité qui sont là présents là, depuis des années. Là. C'est pas pour ça que le Bloodline, jusqu'à un certain point, fonctionne si bien, c'est que on le sait que c'est vrai. On le sait que c'est pas une fausse famille, même s'il y a des liens parfois un peu bizarres. Il y a une vraie fraternité puis des vrais liens extérieurs au monde de la lutte. D'ailleurs, c'est pour ça que quand le Rock est venu s'en mêler cette année avec Cody Rhodes et Roman Reigns, tout le monde a embarqué parce qu'on le sait qu'il fait partie de cette lignée-là. On le sait. Écoute, un des moments les plus marquants de tout le build-up de la Bloodline de cette année, c'est quand le Rock acknowledge Roman Reigns comme the head of the table. Ouais. Et moi, je pense qu'on n'a pas fini avec cette histoire-là, que le Rock et Roman Reigns à 1 contre 1, ça va arriver un jour. Et que le Rock, en méchant, a vraiment trouvé peut-être le rôle qu'il attendait pour se relancer et nous permettre peut-être justement d'aller, parce que Roman Reigns, malgré son rôle de vilain, a connu une popularité énorme.
Ouais. Donc, là, s'il devient babyface maintenant, ça va être fou. Et avec un bloodline, un rogue bloodline comme on a un peu en ce moment avec Solo Sikoa. D'ailleurs, au moment d'enregistrer ces lignes, nous, on attend avec impatience le show de vendredi de SmackDown au Madison Square Garden, où on va acknowledger la nouvelle bloodline. Il pourrait y avoir des retours. On est au Garden. Sika vient de mourir. Il y a plein de choses qui peuvent bouillonner ou exploser par le temps que vous allez écouter ce podcast-là. Donc, on le sait, là, les 3 derniers arrivés à la WWE, ben, c'est Tama Tonga, que ça fait des années qu'il était avec nous, Japan Pro Wrestling. On a Tanga Loa, que les gens ont connu là, originalement sous le nom de Camacho, qui jouait un portoricain à NXT avant d'être laissé de côté, puis s'en aller au Japon. À l'époque où on tentait de sortir les gars de leur lignée familiale. Hein? La preuve que parfois, il faut retourner à la base. Il n'y a rien de plus simple que la vérité pour que ça fonctionne et que ça soit naturel. On se souviendra, ils se promenaient en bicycle avec un bicycle à pédale, là, mais avec des hautes poignées Mustang! Des poignées Mustang! C'était un peu bizarre en rétrospect. L'ajout là, que tout le monde attendait, donc Jacob Fatou, qui est arrivé en forme incroyable, qui est le fils de Tonga Kid, Tama dans les Highlanders, que les gens ont aussi connu à Montréal. Tama Tonga, pas Tama Tonga, mais Tonga Kid et King Tonga ont fait équipe à Montréal en premier, d'ailleurs contre les Road Warriors dans un combat au Forum de Montréal, vont connaître toute une carrière en tant qu'Highlanders avec Bobby Heenan comme gérant. Ils vont kidnapper Mathilda, entre autres. Et vont je pense à Bobby Heenan qui se promène avec son sou pour pas se faire mordre par Mathilda. Oui, je me souviens ça pour dire que Jacob Fatou va donc faire équipe avec les fils de King Tonga. Je veux dire, comme quoi la lignée se continue. Et Jacob Fatou est une machine incroyable dont on entend parler depuis longtemps, qui était avec la MLW avant et qui a complètement décimé les lutteurs devant lui là, à SmackDown lors de son début. Donc, l'histoire se met en place tranquillement. Plusieurs se mettent à rêver lorsque Roman va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Les frères Usos vont peut-être se réunir derrière Roman. Et qui sait, peut-être que même Sami Zayn pourra va revenir dans la Bloodline en tant que honorary Us. Donc, ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que Rikishi était au Québec 2 ans après la naissance de Sami Zayn. Donc, ça a failli. Mais bon, il y aurait eu toute une histoire là si ça aurait donné que les années de Rikishi à la lutte internationale auraient été en même temps que la naissance de Sami Zayn, mais c'est pas le cas. Mais tout ça pour dire que c'est une histoire qui a été magnifique dans les dernières années, basée sur une réalité, ce qui est toujours clé, je pense, là, et à partir de là, ben, le futur est éblouissant. Le fils de Samu, Lance, lutte avec MLW. Jacob Fatou a 7 enfants. Les frères Usos en ont 3 ou 4 chacun. Je veux dire, on perd le chiffre. On perd les chiffres. Le Rock, sa fille est déjà à NXT comme gérant, comme manager, sa plus vieille fille, mais il y a d'autres filles. C'est énorme. Infini. Énorme. C'est infini, là. C'est les 3 petits points. On est dans la bloodline des années 2024, 2020, mais dans 10 ans, 20 ans d'ici, il y aura potentiellement une continuité de la bloodline avec des nouveaux. Le fils de Umaga, parce que là, au travers de tout ça, on a oublié de parler d'Umaga qui est décédé. Il y a Yokozuna également. Mais Umaga, son fils, s'entraînait à l'école de Booker T jusqu'à tout récemment. Donc, c'est tous des potentiels ajouts à la bloodline ou des gens qui vont soudainement apparaître, qui vont avoir des liens directs.
Et à partir de là, ben, des gens comme Tamina Snuka qui, leur carrière se termine, on est dans les dernières années, ça fait même presque un an qu'elle n'a pas lutté, et on peut penser que sa carrière achève. On peut penser que vont être remplacés par plein de nouveaux personnages, plein de nouvelles personnes avec ce talent inné pour la lutte professionnelle. Donc, à partir de là, c'est une histoire qui est vraiment, là, c'est de l'or en ce moment là, pour la WWE. C'est sûr. Parce que, rappelons-nous même que les Samoans ont une école de lutte. Et donc, ils ont participé à la formation, entre autres, de Batista. Donc, c'était souvent un point d'entrée pour plusieurs gars qui ont été entraînés par les Samoans. Il y avait une porte d'entrée directement pour être présenté à New York. Donc, il y a une dynastie familiale, il y a une dynastie d'entraînement. Donc, c'est un monde fantastique qui, malheureusement, est en deuil depuis hier. On savait que AFA était malade également. Dans les dernières semaines, il y a eu plusieurs moments où il y a eu AFA était à l'hôpital, puis des choses comme ça. Sika, c'est arrivé un petit peu en surprise. Donc, autant qu'il y a des gens qui s'en vont vers la légende, d'autres sont en train de vivre les moments qui vont les faire légendaires. Puis, il y a une nouvelle génération dans l'aile qui va venir encore nous émerveiller dans le futur. À partir de là, tout est possible. C'est le monde de la lutte professionnelle. Donc, on peut penser que leurs personnages vont continuer également d'évoluer vers autre chose. On l'a vu avec Roman Reigns et on va sûrement le voir avec plein d'autres à venir. Bertrand, quand on dit qu'il peut y avoir de la possibilité dans 10 ans, dans 20 ans, whatever, avec toutes ces générations-là de Samoans, est-ce qu'à un moment donné, les gens peuvent dire, bah, c'est assez, là? Ça peut être le danger, non? C'est toujours un danger. Mais bon, là, l'histoire est relativement récente d'utiliser la réalité de la Bloodline à l'intérieur des scénarios. Et pas juste d'avoir des personnages, parce qu'ils ont toujours été présents à un moment donné ou à un autre. Quand c'était pas les Wild Samoans, ben c'était Yokozuna. Quand c'était pas Yokozuna, c'était les Headshrinkers. Quand c'était pas les Headshrinkers, c'était Umaga. Mais Umaga, c'est pas si vieux que ça, mais il y avait un personnage de sauvage. Donc, c'est toujours... on rentre dans cette nouvelle ère où les gars, exemple, prenons Jey Uso, Main Event Jey Uso, qui est devenu très, très populaire en simple. On n'aurait pas cru qu'un des deux Usos, en étant des jumeaux comme ça, puisse se séparer et devenir une vedette en simple. Donc, c'est ça, cette évolution-là qui continue dans les personnages, puis dans quel type de personnages on présente. Et ce qui est intéressant au niveau des storylines de lutte, c'est bien sûr tous ces liens familiaux-là. Dans mon enfance, on a joué au football ensemble. Tu étais toujours le leader, là, c'est à mon tour d'être le leader, etc. Bon, tout le concept du head of the table, tout ça est là, tout ça est en place. Et c'est là-dessus qu'on peut évoluer différents scénarios au fil des années, là, quand ces gars-là seront plus là, là. Parce qu'on pourrait connaître que dans 5 ans, exemple, là, bon, il n'y a plus personne. Puis après ça, dans un autre 10 ans, là, tout d'un coup, tous les enfants de cette gang-là qui sont là en ce moment arrivent. Donc, on en est où avec Roman Reigns? Écoute, moi, je m'attends à un retour de Roman Reigns de façon imminente. Si ce n'est pas déjà arrivé à SmackDown vendredi, moi, je peux m'attendre qu'à SummerSlam ou après SummerSlam, on va avoir un retour de Roman Reigns sous une forme ou une autre. Comment exactement? Difficile à dire. C'est sûr qu'il y a tout le concept de qui a vraiment parlé ou pas parlé à Roman Reigns entre Paul Heyman et Solo Sikoa, qui se développe un personnage totalement différent, qu'on nous avait un peu teasé au cours de la dernière année, mais que là, vraiment a pris toute la place. Pour un gars avec son degré d'expérience, il se retrouve dans une position assez impressionnante. Puis, force est d'avouer qu'il livre la marchandise également. Donc,
ce qu'on veut dans la lutte, c'est avoir toujours des nouvelles choses. Puis, ce que nous présente la Bloodline pour l'instant, c'est toujours des nouvelles choses. Donc, tant qu'on reste dans ce registre-là d'évolution, puis de changement, puis de nouveauté, on peut faire très, très longtemps avec une même histoire. En terminant, Bertrand, je dois t'avouer que j'ai toujours pensé que Yokozuna était un Japonais. Écoute, t'es pas le seul. Il a fallu que Pat Laprade fasse corriger les affiches au Musée de la Civilisation parce que on l'avait catalogué dans les Japonais, alors que Rodney Anoa'i, de son vrai nom, fait partie de la grande famille. C'est un Américain originaire par la famille des îles Samoa, mais ça demeure un Américain. Mais bon, c'est toute la beauté de la lutte de vendre un personnage de cette manière-là, au point où le doute existe, puis les gens ne questionnent plus les origines de la personne. Bertrand Hébert, super intéressant. C'est triste qu'on amène le décès de Sika là-dedans, mais que veux-tu? C'est le cercle de la vie, the circle of life. Écoute, 79 ans, c'est quand même une belle vie. Un homme incroyable. Les gens, là, s'ils veulent voir, hein, WrestleMania 4, c'est sa dernière apparition dans la bataille royale de WrestleMania 4. Puis, il y a plein de combats là, dans les années 80 contre Tony Guerrero, Ricky Martel, entre autres, avec Lou Albano comme gérant. Puis bien sûr, il y a les entrevues avec Marc Blondin où un pauvre homard mange la volée par Kamala et Sika, puis le pot de moutarde qui fait en rire Marc Blondin. Ouais, qui m'a fait décrocher et que Vince a dit non, on ne la refait pas. OK, ben, Bertrand, un gros merci. Au plaisir de se reparler sous peu pour un autre sujet des plus intéressants comme toujours. Parfait. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, sur le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Épisode 172. Je vais Non, pas besoin de vérifier. Je connais mes épisodes. Même s'il est amnésique. 172 sur les Samoans ou les Samoans, sur le Bloodline, etc., etc. Mais toi, tu voulais nous parler, nous confier certaines informations personnelles. Oui, mais moi, mon premier contact avec cette lignée de lutteurs extraordinaires, moi, c'est les Head Shrinkers. J'ai commencé à écouter la lutte en 92-93, je le dis souvent. Et les Head Shrinkers étaient là. C'était Samu, le fils de Afa, qui était le partenaire de Sika des Wild Samoans, avec Fatou, qui est devenu Rikishi, qui était managé par Capitaine Lou Albano, que tu connais bien, que tu as eu la chance d'avoir en entrevue. Donc, moi, c'est mon premier contact avec... Non, j'ai pas eu. Tu l'as interviewé quand tu faisais les cages, non? Capitaine Lou Albano, il n'était pas là dans tes années? Écoute, je pense pas. Non? Je pense pas, mais j'ai sa figurine. OK, mais écoute, ça fait la job, mais moi, c'est mon premier contact avec cette lignée-là. Puis, tu sais, on dirait que plus les années avançaient, plus tu voyais qu'il était une gang extraordinaire, que c'était vraiment dans leur sang. On parle du Bloodline. Ouais. Donc, moi, c'était mon premier contact, les Head Shrinkers, qui ont été champions par équipe dans ces années-là. Donc, moi, c'est mon souvenir. Mon premier contact avec les Samoans, c'était ça. Et comme je t'ai dit tantôt, mon match à Sunday Night Heat contre Rosie, qui était de cette lignée-là, qui était le fils de Sika qui est décédé. Donc, c'est vraiment incroyable l'empreinte qu'ils ont sur la lutte professionnelle depuis tant d'années. Tu sais, tu parlais des Head Shrinkers. Moi, il y avait Tonga Kid qui luttait avec King Tonga. Je pense que c'était les Highlanders avant Patrick Roy, bien sûr. Là, je mélange tout le monde. Hein? Ben oui, on se salue nos amis de l'Europe. Check, qu'est-ce que c'est dans les mains? Oh! Les fameux billets pour Slammiversary, mieux connu sous le nom de Handsomversary, pour être dans la section Sim. Mais là, t'as quoi de plus d'être dans la section Sim? Tu sais, le monde doit se dire, premièrement, de la façon que ça va là, il ne restera pas de billets à part nous autres. Moi, il m'en reste 39 là. T'sais, fait que vous pouvez me contacter. On en vend 2-3 par semaine, mais vous allez vous retrouver avec Vincent Lapointe.
C'est qui? Le gars des ceintures. Des ceintures, ben oui. Vincent va être là. Vous allez vous retrouver avec Alexandre, que je suis pas capable de McMahon ou je sais pas quoi. La misère à nommer son nom de famille. Lui, je le connais pas, mais lui, il va être là. Carl Langlois, qui est un arbitre, qui va être là. C'est tout du monde plugué. Il va y avoir également nul autre que Drenuk qui va être là. Donc, si vous avez des questions sur les coulisses de Simmania, Drenuk, ça va me faire plaisir de vous en parler. Et j'ai 3 billets ici, dont un, semble-t-il, que tu vas le voir le 6 à Simmania 6. Fait que je t'en dis pas plus. Mais vous allez vous retrouver avec du monde qui suivent, qui sont avec nous, qui font des vidéos. Imagine-toi des discussions possibles dans la section Sim. Ça va être tout simplement incroyable. La semaine prochaine, on parle uniquement de Simmania 6. J'aurai en entrevue le vrai, le seul cowboy, James Storm. Oh. Alors, on va faire un bon bout avec James Storm. On va parler avec Kevin Beru, qui sera son adversaire. Plusieurs invités je vais essayer même d'avoir la mairesse de Sainte-Madeleine. Oui, qui semble-t-il, ce que j'ai appris, c'est qu'à travers les branches, elle veut s'acheter un petit kit pour faire une apparition sur le ring ou quelque chose. Peut-être un kit en léopard, ça serait extraordinaire. Ça pourrait être spécial. Alors, la semaine prochaine, vous aurez tous les détails. Nous serons à une semaine, même pas à quelques jours de Simmania 6. Et la semaine d'après, donc le numéro 174, nous parlerons exclusivement de Slamversary et Anthemversary, puisque la TNA débarque à Montréal et qu'on sera là, Ansem et moi. Alors, on parle beaucoup de ce qui se passe dans le coin dans les prochaines semaines, alors qu'on avance dans l'été au Québec, où une journée, il fait 32 et le lendemain, il fait 13. Exactement. Et Marc, le podcast tire à sa fin. Émission très, 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 très chargée, mais très intéressante. Mais de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En disant, pour une 172e fois, soyez-y, mesdames, messieurs.